Europe 1. Il est 8h15. Patrick Cohen, vous recevez maintenant le porte-parole du gouvernement, secrétaire d'État auprès du Premier ministre. Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour. Vous n'êtes pas en train de rater quelque chose avec Parcoursup, ce système qui inquiète aujourd'hui des milliers de lycéens et de familles? Ça suffit de jouer avec les peurs et des lycéens et de leurs parents. Qui joue avec les peurs? Les oppositions et plutôt celles de gauche, si je suis très transparent avec vous. Le scandale, c'était le système admission post-bac, le fameux système APB, qui avait été bricolé, et encore, je suis gentil, au mois de mars-avril dernier, et qui a fait que 60 000 lycéens se retrouvaient le bec dans l'eau et livrés à un tirage au sort décidé par un algorithme à la rentrée dernière. Sauf que l'an dernier, à la même date, davantage de lycéens étaient fixés sur leurs études à la rentrée suivante. Ça n'est pas exact. Nous sommes à 54% aujourd'hui de lycéens qui ont reçu le premier jour, qui était le 22 mai, donc avant-hier. 63 000 lycéens ont reçu une réponse positive. La différence avec APB, c'est quoi? C'est que APB, vous aviez une première vague de réponses, puis vous deviez attendre 2 à 3 semaines sans aucun signal de personne avant une seconde vague de réponses. Puis venait ensuite une troisième. Là, tous les jours, le site du ministère de l'Enseignement supérieur actualise ces chiffres. Ce qui veut dire que les 63 000 étudiants qui ont une réponse positive ont libéré 63 000 autres choix pour ceux qui attendent. Et que donc c'est au quotidien. Oui, et la vraie différence, et c'est aussi le second procès qui est fait à ce nouveau système, on dit ce sont des algorithmes. Les 800 000 étudiants qui ont fait des vœux, tous ces vœux ont été examinés par des équipes pédagogiques. Ça n'était pas le cas avec APB. Là, c'était un algorithme. Donc il y a un meilleur accompagnement, et je veux le dire à tous les lycéens et à tous leurs parents dont je peux comprendre aisément l'inquiétude. L'autre différence centrale avec APB, c'est la fin de la hiérarchisation des vœux, ce qui fait que les meilleurs candidats ont reçu plusieurs propositions, parfois jusqu'à 10, pendant que les autres attendent les désistements des premiers. Pourquoi avoir fait le choix de ce système de la fin de la hiérarchisation? Mais d'abord parce que les étudiants avaient une meilleure information. Les lycéens, futurs étudiants, avaient une meilleure information sur les possibles choix qui s'offraient à eux. Et qu'est-ce que nous disent les premiers résultats, et notamment les choix des filières? Que les futurs étudiants, sont souvent plus responsables que les responsables politiques, parce que ils ont fait le choix de filières où il y a souvent plus de débouchés professionnels avec plus d'insertion. Et vous le dites et vous avez raison, 29 000 lycéens qui ont eu un refus parce qu'ils ont demandé des filières sélectives, que ce soit en bac général, en bac pro ou en bac technologique. Cela, à la différence d'avant également, ils auront chacun un accompagnement personnalisé pour les orienter dans des filières où ils pourront trouver un chemin. Un dernier mot, la conséquence de ce système, c'est bien le signe d'une sélection, même si vous ne voulez pas employer le mot. Les bons élèves raflent toutes les places des formations sélectives, et ceux qui sont en liste d'attente aujourd'hui sont ceux qui ont les dossiers les plus faibles. Mais rappelez-moi, on s'inscrivait à Henri IV avec un dossier faible scolaire avant? Non, mais c'est pas Henri IV, là, c'est l'université dont on parle. On s'inscrivait de la même manière, et vous le savez, à l'université. Ça n'est pas la question de la sélection elle se faisait par l'échec. On avait 2/3 des étudiants qui, à la fin de la licence, se retrouvaient sans rien. C'est la question des moyens, il n'y a pas assez de place. On avait installé un système de sélection par l'échec. Et là, on offre le choix à des étudiants de se déterminer aussi en fonction des filières et des taux d'insertion dans l'emploi, des jobs qu'ils trouveront à la sortie et pas uniquement d'autres éléments. Autre dossier, Benjamin Griveaux, celui des prestations sociales. Vous allez nous expliquer la position du gouvernement, parce qu'on n'a pas bien compris. Vous voulez les réduire, les maintenir, les redéployer ? Alors, d'abord vous dire que ça n'est pas la direction du budget qui fixera la politique sociale du gouvernement. Ni même le ministre de l'économie. La direction du budget, elle a vocation à produire des notes qui sont des notes d'analyse et qui permettent au gouvernement ensuite de se déterminer. Mais je rappelle que la décision, elle appartient au gouvernement et aux politiques. Alors je précise pour les auditeurs qui n'ont pas forcément suivi que cette note du budget, elle a été dévoilée. Mais non, mais on peut rater les épisodes. Cette note du budget, elle a été dévoilée vendredi dernier par le journal Le Monde. Questionné là-dessus, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a dit dimanche matin au grand rendez-vous que oui, il y avait forcément un effort de réduction des prestations sociales à effectuer. Il a été contredit hier, donc la position du gouvernement, elle est assez simple. On ne rentre pas sur la question, et d'ailleurs dans aucune des politiques que nous conduisons, il ne faut jamais rentrer sous un angle strictement budgétaire.
Pour des raisons simples, c'est que la politique du rabot, c'est jamais une bonne politique. Regardez ce qui était fait sur les collectivités locales depuis toujours. C'était on baisse la dotation globale de fonctionnement de toutes les communes de France, qu'elles soient de 2000 habitants ou de 500 000 habitants, ça ne change rien, c'est le même tarif pour tout le monde. Ça, c'est une mauvaise politique, c'est le rabot. Nous, on a fait le choix de faire différemment. Et donc, on ne rentrera pas dans les sujets sur les questions de budget. Ça n'aurait pas de sens. Donc ce que je dis, c'est qu'il est légitime qu'il y ait des débats, et c'est ça au sein d'un gouvernement. On nous accuse alors tantôt d'être caporalisé et de ne rien penser à part répéter en boucle le programme présenté par le président de la République. Plutôt moins de quoi que dans votre gouvernement. Caporalisé, et quand il y a un débat, subitement, ça devient des couacs. Donc il est légitime que les ministres débattent. Je les invite à le faire dans les réunions, autour de la table du Conseil des ministres. Il y a de nombreux débats, et pas dans la presse. D'accord, mais la position du gouvernement, c'est celle de Gérald Darmanin et pas celle de Bruno Le Maire. La position du gouvernement, elle est d'abord de se dire qu'on a un sujet de reconstruire un modèle. Non mais c'est pas par le petit bout de la lorgnette qu'on prend. C'est pas le petit bout, mais pardon, il y a deux positions divergentes qui ont été exprimées ces derniers jours. Je vais vous donner non pas des positions, mais des faits. Il y a des textes qui ont été votés. Ça s'appelle la loi de finances. La loi de finances, elle a décidé quoi? Augmentation du minimum vieillesse, c'était le 1er avril dernier. L'allocation parents isolés, elle a augmenté avril dernier. À l'automne prochain, augmentera l'allocation adulte handicapé. Augmentera également la prime d'activité. Donc la question des aides sociales, elle est votée. Ça n'est plus un débat. Ce que, en revanche, il est légitime d'interroger. On nous dit souvent, mais où est la jambe sociale du gouvernement? Est-ce que vous avez une jambe sociale? Moi je le dis, la meilleure des politiques sociales, c'est ce qu'on fait sur le travail, sur la formation professionnelle, sur l'éducation, sur l'apprentissage. C'est ça notre jambe sociale. Ça n'est pas, une bonne politique sociale ne se résume pas à la question des seules aides sociales. Alors à propos du social, la SNCF, 95% de non à la réforme ferroviaire. Vous avez dit 100 fois que ça ne changerait rien à la réforme, mais est-ce que ça peut bousculer le management de la SNCF? Est-ce que ce chiffre de 95% pose la question du maintien de Guillaume Pepy à la tête de l'entreprise? La question du maintien de Guillaume Pepy à la tête de l'entreprise n'est pas posée parce que il serait parfaitement irresponsable de la part des pouvoirs publics de pointer du doigt une personne. Ça, c'est le chemin facile. C'est-à-dire, regardez, il y a un responsable, c'est celui-là, on le sort du jeu et tout ira bien. Ça n'est pas le cas. C'est une responsabilité collective, l'état de la SNCF aujourd'hui. C'est la responsabilité des gouvernements qui se sont succédés depuis 30 ans dans notre pays. Et donc, il n'est pas question de jeter l'opprobre sur un tel ou un autre. La SNCF, c'est un service public. Un service public, ça appartient à tous les Français. Et quand on décide de choses pour tous les Français, ça se fait au Parlement, par la loi. Vous n'imaginez pas calmer les syndicats en leur offrant la tête de Guillaume Pepy. Mais il n'est pas question d'offrir la tête de quiconque à personne. Et par ailleurs, sur les conditions d'organisation de ce vote, écoutez, le résultat ne nous a pas surpris. 2300 migrants vont être bientôt évacués de Paris. Gérard Collomb a ordonné le démantèlement des campements qui devraient intervenir à bref délai, en fustigeant dans un communiqué de façon assez sèche le refus de la ville de Paris de se saisir du problème. Il a raison, le ministre de l'Intérieur. Nous avions à Paris, et nous connaissons depuis maintenant de nombreuses années, des situations qui, sur le plan humanitaire, sur le plan de l'éthique, de la morale, sont absolument insupportables pour tout citoyen normalement constitué, et en particulier pour les Parisiens qui subissent cela depuis maintenant de nombreuses années. Nous avons décidé de procéder à l'évacuation, mais le ministre de l'Intérieur se substitue en cela à la maire de Paris, qui disait il faut mettre à l'abri ces migrants qui sont notamment le long du canal Saint-Martin. Mais pour les mettre à l'abri, il faut qu'on puisse les évacuer. Or, seule la maire de Paris avait l'autorité pour demander au pouvoir public, au préfet de police, au préfet de Paris, la preuve que non, d'évacuer. Nous nous substituons donc à son rôle parce qu'elle n'a pas pris la responsabilité politique de demander l'évacuation. Moi, je ne sais pas. Ça veut dire quoi? La mairie de Paris a laissé pourrir la situation. Je ne sais pas mettre à l'abri des migrants si je ne peux pas les évacuer. C'est aussi simple que cela. Pour rappel, ce sera la 35e mise à l'abri depuis 2015. Faisons en sorte, en travaillant non pas sur de l'idéologie, mais de manière très pratique, pour le quotidien des Parisiens, que l'État et la mairie de Paris travaillent ensemble pour éviter une 36e mise à l'abri dans quelques semaines. Et donc on comprend que ça n'est pas le cas, que ça n'était pas le cas. Écoutez, il y avait en tout cas une position de la ville de Paris qui était d'être la capitale de l'accueil, et Paris a toujours été une ville accueillante. Et moi, je suis très à l'aise avec cela. Mais quand on décide d'être une capitale de l'accueil, on s'en donne les moyens. Il se trouve que les gens qui venaient à Paris, qui étaient accueillis à Paris, 95% étaient renvoyés vers la banlieue. Donc quand on a le cœur sur la main, on se donne les moyens
d'avoir la politique de la générosité qu'on défend. Un mot encore sur la capitale, puisque je rappelle que vous êtes élu de Paris. Les Parisiens sont pratiquement privés de vélo en libre service depuis 5 mois. Vous avez compris comment ça s'est passé, comment on en est arrivé là, Benjamin Griveaux? Écoutez, je lis la presse, je lis les enquêtes qui sont faites, je lis les déclarations des uns et des autres. Ce que je comprends, c'est que nous avions un service qui était envié dans le monde entier, qui a été copié dans de très nombreuses capitales, qui était une fierté française. Et moi, il m'arrivait fréquemment, lors de mes déplacements internationaux, que les maires des grandes villes qui nous accueillaient nous disent qu'ils avaient soit un Vélib en fonctionnement, soit en préparation. Je trouve que c'est dommage d'avoir gâché ce service qui rendait bien des services aux Parisiens. J'espère que les solutions vont être trouvées rapidement et qu'on va pouvoir remonter sur nos vélos. En plus, les beaux jours étant là, ce sera d'autant plus agréable. Il est donc grand temps qu'une nouvelle équipe, une nouvelle majorité prennent les commandes de Paris. Écoutez, ça je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est grand temps qu'on puisse trouver une solution rapide parce que c'est un service utile pour les Parisiens. Une question d'Hélène Jouan. Emmanuel Macron devrait préciser avant l'été, avez-vous dit hier, sa vision de la place de l'islam dans la République. À l'Élysée, nous on nous dit que ça pourrait se faire pas avant décembre. Je ne remets jamais au lendemain ce que je peux faire le surlendemain, disait Oscar Wilde. Pourquoi cette procrastination de la part du président de la République sur ce sujet de l'islam? D'abord, il a eu l'occasion de s'exprimer à de nombreuses reprises sur les questions religieuses, sur les questions de l'islam, mais aussi auprès des autres religions. Il a parlé aux évêques, il a parlé aux protestants, il n'a pas encore... Oui, donc il a parlé, vous avez raison. Il a parlé à de nombreuses reprises et il s'est à de nombreuses reprises exprimé sur la question de l'islam. C'est un sujet qui est éminemment compliqué. C'est un sujet qui tend la société française depuis tant d'années, avec une organisation qui ne s'est pas mise en place ou qui a été mal mise en place, avec des sujets qui sont fondamentaux sur la question du financement, sur la question de la formation, sur la question des prêches en français. Donc il y a urgence aujourd'hui à se saisir de ce sujet. Mais vous savez, on peut essayer de régler les problèmes dans l'urgence et se les traîner 10 ans après. C'est ce qui s'est passé. Donc là, il préfère prendre 6 mois de plus. Prendre le temps de rencontrer l'ensemble des parties prenantes, d'écouter ce que chacun a à dire, eh bien, je crois que c'est aussi un temps utilement employé. Merci Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, et qui ne sait pas encore si la mairie de Paris doit changer de pilote, mais qui va sans doute y réfléchir. Améliorer les vélos. Voilà, déjà, première étape. Merci Benjamin Griveaux d'être venu en direct.